L'enfant, écrit par Jules Vallès, lu par Équilivre, livre audio. Chapitre 16. Un drame. Suite. Je ne connaissais que le callus de ses doigts, l'acier de ses yeux et le vinaigre de sa voix. En ce moment, elle eut une minute d'abandon, un accès de tendresse, une faiblesse d'âme. Elle laissa aller doucement sa main et son cœur. Je sentis à ce mouvement de bonté que lui arrachait l'effroi dans cet instant suprême. Je sentis que tous les gestes bons auraient eu raison de moi dans la vie. « Retourne te coucher, m'a dit mon père. J'y retourne glacé. J'ai attrapé froid sur les dalles de l'escalier. Puis dans la grande chambre, avec les fenêtres ouvertes pour que la malade eût de l'air. Qu'est-il donc arrivé? Mon cœur aussi a son orage, et je ne puis rassembler deux pensées, réfléchir dans ma fièvre. Les heures tombent une à une. Je regarde mourir la nuit, arriver le matin. Une espèce de fumée blanche monte à l'horizon. J'ai vu comme un assassin passer seul en face de moi les heures sombres. J'ai tenu les yeux ouverts, tandis que les autres enfants dorment. J'ai suivi dans le ciel la lune ronde et sans un regard, comme une tête de fou. J'ai entendu mon cœur d'innocent qui battait au-dessus de cette chambre silencieuse. Il a passé un courant de vieillesse sur ma vie. Il a neigé sur moi. Je sens qu'il est tombé du malheur sur nos têtes. Qu'est-il arrivé? Je voudrais le savoir. J'ai connu souvent des situations douloureuses, mais je n'ai jamais tremblé comme je tremblais ce jour-là, quand je me demandais comment on allait m'accueillir, de quel œil me regarderait mon père qui avait dit si pâle « Non, non, n'appelle pas ». J'avais peur qu'ils eussent honte devant moi. Je cherchais quel visage il fallait qu'eût leur fils, quels mots je devais dire, s'il ne serait pas bon d'aller les embrasser, mais par qui commencer? Et je frissonnais de tous mes membres, chose bizarre, plus effrayée d'être gauche, d'avancer ou de pleurer faux, qu'effrayée du drame inconnu dont je ne savais pas le secret. C'est ainsi quand on n'est point sûr du cœur des siens, et qu'on craint de les irriter par des explosions de sa tendresse. Instinctivement, on sent qu'il ne faut pas à ces douleurs un accueil cruel. Le cœur ne saurait l'oublier, et il garderait, noir ou rouge, une tache ou une plaie, une tristesse ou une colère. Aussi on hésite, on recule. Ne rien dire, mais ils peuvent vous accuser d'être méchant, puisque vous ne semblez pas ému de leur douleur. Parlez, mais ils vous en voudront de ce que vous avez souligné leur faute ou leur crime, de ce que vous avez le matin réveillé par vos larmes, vos simagrées, les fantômes qui devaient mourir avec le dernier cri, le premier soleil. Et je ne savais que faire. Il y avait longtemps que c'était le matin. Mon père se levait d'ordinaire à 7 heures, afin d'être prêt pour la classe de 8 heures. Je me levai aussi. Je fis comme toujours, je m'habillai, mais lentement, et ne mis pas mes souliers. J'attendis assis sur mon lit. Il ne venait aucun bruit de leur chambre, un silence de mort. Enfin, au quart, avant 8 heures, mon père m'appela. Il ne parut point étonné de me trouver tout près. À travers la porte, il me demanda du papier et de l'encre, écrivit une lettre au censeur et une autre à un médecin, et me chargea de les porter. « Tu reviendras dès que tu les auras remises. »« Je n'irai pas en classe ?»« Non, il faut soigner ta mère malade. Si le censeur te demande ce qu'elle a, tu lui diras qu'elle a été prise de frayeur dans la campagne, et qu'elle est au lit avec la fièvre. » Il disait cela sans paraître trop ému, avec un peu de vulgarité dans la tournure. Il traînait ses pantoufles sur le parquet et rajustait son pantalon. Que s'était-il passé? Je ne l'ai jamais bien su. À des cris qui échappèrent dans les orages, à des éclats de querelle que mes oreilles recueillirent, je crus comprendre que ma mère s'était mise en embuscade et avait surpris madame Brignolin, causant bas avec mon père, au détour du jardin, dans ce dimanche de malheur. Il s'en était suivi une scène de jalousie et de bataille, il paraît, et qui s'était continuée jusqu'au milieu de la nuit, jusqu'à l'heure où je les avais vus revenir. Je ne pouvais questionner personne, d'ailleurs le souvenir seul de ce moment m'obsédait comme un mal, et je le chassais au lieu d'essayer de le savoir. Savoir quoi? Ce qui était fait était fait.
Je suis peut-être le plus atteint, moi, l'innocent, le jeune enfant. Mon père, depuis ce jour-là, est-ce la fièvre ou le remords, la honte ou le regret, mon père a changé pour moi. Il avait jusqu'ici vécu en dehors du foyer, par la raison ou sous le prétexte qu'il avait à donner des répétitions au collège et à assister à quelques conférences que faisait le professeur de rhétorique, pour les maîtres qui n'étaient pas agrégés. Il reste à la maison maintenant, 4 fois sur 6. Il y reste, le sourcil froncé, le regard dur, les lèvres serrées, morne et pâle, et un rien le fait éclater et devenir cruel. Il parle à ma mère d'une voix blanche, qui soupire ou siffle. On sent qu'il cherche à paraître bon, et qu'il souffre. Il lui montre une politesse qui fait mal, et une tendresse fausse qui fait pitié. Il a le cœur ulcéré, je le vois. Oh, la maison est horrible, et l'on marche à pas lents, et l'on parle à voix basse. Je vis dans ce silence, et je respire cet air chargé de tristesse. Quelquefois je trouble cette paix de mes cris. Mon père a besoin de rejeter sur quelqu'un sa peine, et il fait passer sur moi son chagrin, sa colère. Ma mère m'a lâché, mon père m'empoigne. Il me sangle à coups de cravache, il me rosse à coups de canne, sous le moindre prétexte, sans que je m'y attende. Bien souvent, je le jure, sans que je le mérite. J'ai gardé longtemps un bout de jonc qu'on me cassa sur les côtes, et auquel j'avais machinalement emmanché une lame. Je m'étais dit que si jamais je me tuerais avec cela. Et j'ai eu l'idée de me tuer une fois. Voici à quelle occasion. Mon père rentre, brusque et pâle, et me prenant par le bras qu'il faillit casser, « Gredin, dit-il entre les dents, je vais te laisser pour mort, sur le carreau. » J'entrevis un supplice, et justement, j'étais à peine guéri d'une dernière correction qui m'avait rompu les membres. Il prétendit que chez le proviseur, au moment où l'on traitait la question des boursiers et des non-payants, quand on était arrivé à mon nom, le proviseur, s'avançant, lui avait dit « Monsieur Vingras, votre fils pourrait tenir dans la classe un autre rang que celui qu'il tient s'il travaillait. Nous vous conseillons de vous occuper de lui. Entendez-vous ? C'est toi, misérable, qui me fais avoir des reproches du proviseur. » Et il se jeta sur moi avec fureur. Ce furent de véritables souffrances, mais mon chagrin était bien plus grand que mon mal. Quoi, j'étais pour quelque chose dans son avenir, je serais cause qu'on le déplacerait par disgrâce, ou peut-être qu'on le destituerait. Je me donnai sur la poitrine, en mea culpa, des coups plus forts que ceux de ses poings fermés. Et je me serais peut-être tué, tant j'étais désespéré, si je n'avais pensé à réparer le mal que mon père m'accusait d'avoir fait. Je me mis à travailler bien fort, bien fort. On ne me punissait plus au collège, mais à la maison, on me battait tout de même. J'aurais été un ange qu'on m'aurait rossé aussi bien, en m'arrachant les plumes des ailes, car j'avais résolu de ne plus me raidir contre le supplice. Et comme je dévorais mes larmes et cachais mes douleurs, la fureur de mon père allait jusqu'à l'écume. 2 ou 3 fois je dus pousser des cris comme on pousse ceux qu'on tue en leur arrachant l'âme. Il en fut épouvanté lui-même, mais il recommençait toujours, tant il avait la pensée malade, l'esprit noir. Il croyait vraiment que j'étais un gredin, je le pense. Il voyait tout à travers le dégoût ou la fureur. Quelquefois, c'est plus affreux encore, ma mère intervient. Et elle, qui m'a caloté à outrance, accuse mon père de barbarie. Tu ne toucheras pas cet enfant. De temps en temps, ils se raccommodent et me battent tous deux à la fois. Les raccommodements durent peu. Je suis bien malheureux, mais j'ai toujours à cœur le reproche sanglant de mon père. Et je me dis que je dois expier ma faute, en courbant la tête sous les coups et en bûchant pour que sa situation universitaire déjà compromise ne souffre pas encore de ma paresse. Je fais tout ce que je peux. Je me couche quelquefois à minuit, et même ma mère, qui jadis m'accusait de dormir trop tôt, m'accuse maintenant de brûler trop de chandelles. Et pourquoi faire? Des singeries tout ça. Mon père prétend que je lis des romans en cachette. On ne me sait pas gré du mal que je me donne, et c'est à peine si l'on paraît content de ce que j'ai de bonne place, car j'ai repris la tête et je suis le premier de la classe. Pour arriver à cela, quelles heures ennuyeuses j'ai passées.
De gradus ad parnassum, où je cherche les épithètes de qualité et les brèves et les longues, ce sale bouquin me fait horreur. Mon Alexandre, allez coin manger. C'est moi qui les ai mordus de rage, et j'ai de son cuir dans l'estomac. Tout ce latin, ce grec, me paraît baroque et barbare. Je m'en bourre, je l'avale comme de la boue. Je ne cause pas, je ne bavarde plus. On m'aimait davantage avant, et j'entends qu'on dit par derrière. C'est parce que son père lui donne des danses. On dit aussi. Ne trouvez-vous pas qu'il est devenu sournois et qu'il a l'air sainte-nitouche? J'ai été premier en je ne sais plus quoi, et le premier porte les compositions au proviseur. Mais il est en conversation particulière avec quelqu'un, et on me dit d'attendre dans le cabinet voisin, celui d'où on entend tout. On parlait de nous. Nous ne disons rien de l'affaire Vingras, c'est entendu? Non, rien. Ce serait lui faire du tort pour toute sa vie dans l'université. Et puis vous savez, j'aurais été à sa place, avec une femme comme celle qu'il a. Il est de fée, et toujours à vous parler des cochons qu'elle a gardés, des bourrées qu'elle a dansés. Youplala. Tandis que madame Brignolin, hé hé. Plus bas, dit le proviseur, si ma femme entendait. J'eus peur dans mon cabinet. Je me les figurais allant à la porte, l'entr'ouvrant pour voir s'il y avait des oreilles. C'était le proviseur et l'inspecteur d'académie. J'avais reconnu leur voix. Ils reprirent. Je me suis contenté de lui donner un avertissement une fois. J'ai pris le prétexte de son fils. Qu'est-ce que c'est que ce garçon-là? Un pauvre petit malheureux qu'on habille comme un singe, qu'on bat comme un tapis. Pas bête, bon cœur. Il a plu beaucoup à l'inspecteur la dernière fois. Je l'ai donc pris pour prétexte. Occupez-vous plus de votre fils. Cela voulait dire restez un peu plus avec votre femme. Et il a tenu compte de l'observation. Je restai rêveur toute la journée du lendemain. Mon père s'en fâcha, et me bousculant avec un geste de colère. Vas-tu retomber dans tes rêvasseries, fainéant? L'inspecteur doit arriver dans quelque temps. Il ne s'agit pas de me faire honte, comme l'an passé, et de nous faire souffrir tous de ta paresse. Quelle honte, quelle paresse. Mon père m'avait menti.